John Wedger est un ancien inspecteur de police qui s'est confronté au barrage systématique de la police, des services sociaux et du gouvernement. Il a subi toutes sortes d'attaques et de pressions visant à le faire taire. J'ai traduit et doublé l'entièreté de son témoignage, qui dure plus ou moins 40 minutes. John Wedger s'attaque au réseau pédocriminel qui implique des personnalités de la haute société. Voilà ce que John Wedger a à dire. John Wedger est un officier de police et lanceur d'alerte. En tant qu'inspecteur, il a découvert des réseaux de trafic sexuel d'enfants qui ont été étouffés, ce qui a mené à une enquête indépendante. Il est considéré par beaucoup d'entre nous comme étant l'un des hommes les plus braves du pays. John, merci de nous avoir rejoints. Je suis récemment retraité de la police où je travaillais comme détective. J'étais affecté à l'unité d'abus sur mineurs. On m'avait demandé d'aller vérifier la plainte d'une fille de 14 ans qui a été utilisée comme prostituée. J'ai mené mon enquête et il s'est avéré qu'elle était l'une parmi beaucoup d'autres. Elle m'a donné le nom d'une autre fille qui m'a conduit à une autre, et à une autre, et à une autre, et ainsi de suite. C'était comme une spirale. Très vite, on avait des douzaines d'enfants. J'étais face à des enfants entre 9 et 14 ans. Tous étaient sous ou partiellement sous tutelle de l'État, toutes connues des services sociaux. Beaucoup d'entre elles étaient connues des services de police pour disparition. Et toutes étaient accros au crack et à l'héroïne. Elles étaient toutes entraînées par une femme, une ancienne prostituée, bien connue des services de police de Met. Cette femme avait des connexions supposées, avec des officiers haut placés, des magistrats locaux et quelqu'un de haut placé à la BBC, la télévision nationale. Cette femme a travaillé dans l'impunité pendant de nombreuses années. En enquêtant sur elle, j'ai découvert qu'elle faisait ça depuis très longtemps. J'ai exposé ce que j'avais découvert. J'ai rédigé un rapport et je l'ai montré à un officier haut gradé. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas la première fois que j'étais mis sur la touche pour avoir exposé des maltraitances d'enfants. Quelques années auparavant, si je peux me permettre de faire un saut dans le passé, j'étais sur une enquête concernant deux pédophiles. Deux pédophiles qui ne s'étaient pas présentés au tribunal. J'avais découvert qu'ils résidaient sur un bateau dans un canal. Ce bateau avait un permis de naviguer. Le réseau de canal est très très vieux et n'est pas surveillé par la police. Et les enfants aiment les bateaux. À l'époque, la BBC avait un programme pour enfants avec deux poupées qui vivaient sur un bateau dans un canal, Rose et Jim. Donc ils m'ont demandé d'investiguer sur ces deux-là, et si je trouvais aussi un ou deux autres pédophiles sur la même période de temps, mes supérieurs seraient contents. Durant cette période, j'en ai trouvé 90. Un officier haut placé m'a informé que l'enquête avait été fermée, et le motif était qu'il ne pouvait plus financer mon enquête. Mais j'ai été approché par un détective de Scotland Yard qui m'a dit que quand on enquête sur n'importe quel crime et qu'on fait bien son job, on est félicité. Mais que quand tu bosses sur des viols d'enfants, c'est l'inverse. Sois très prudent, qu'il m'a dit. Il m'a ensuite expliqué qu'il y avait un cabinet ministériel qui avait à plusieurs reprises investigué sur des réseaux, et à chaque fois, ils avaient été entravés. Lorsque j'ai demandé à l'officier haut gradé les raisons réelles pour lesquelles mon enquête avait été stoppée, il m'a dit « John, je suis vraiment désolé, mais ça vient d'en haut, je peux rien faire. »
Donc moi je m'attendais à être félicité pour ce que je faisais. Chaque jour on découvrait un nouvel enfant. Et là, on m'amène devant quelqu'un qui est maintenant très 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 haut placé en Grande-Bretagne. Il m'a demandé de m'asseoir et m'a dit « John, je vais être honnête avec toi. De tous les 40 officiers ici, tu es le second meilleur, ce qui est formidable. Mais malheureusement, tu t'es aventuré trop loin. Qu'est-ce que t'as foutu ?» J'ai 4 enfants et tous mes collègues le savent. Et il m'a dit, si jamais tu parles de ce que tu as trouvé, tu vas perdre ta maison, tes enfants et ton job. Tu dois la fermer. Tu dois la fermer, sinon tu vas être jeté au lion. Tu n'as aucune idée des gens auxquels tu t'attaques. Je te préviens maintenant, tu dois te retirer. Et puis il m'a dit quelque chose d'étrange. Il m'a dit, si tu répètes ce que je viens de te dire et que tu te plains, ta plainte reportera jusqu'à moi, ta plainte remontera jusqu'à moi et elle volera à la poubelle. Alors je me suis retiré de l'affaire et je suis passé à autre chose. Peu après, le témoin principal, la petite fille, elle a été retrouvée morte dans la rue d'une overdose suspecte. Alors ensuite, j'ai bougé aux enquêtes sur les abus d'enfants, qui sont légèrement différentes des mœurs. Ils m'ont placé dans une unité où on ne faisait rien, un cul-de-sac. Je travaillais dans les quartiers les plus pauvres de Londres. J'ai demandé si quelqu'un s'occupait d'aller voir ce qui se passait dans la maison de ces enfants. On m'a dit que non, qu'il y avait une policière qui s'occupait de ça, mais qu'elle était partie il y a 2 ans et que de toute façon il n'y avait rien à signaler, donc on n'y retourne plus depuis. J'ai demandé s'il y avait des problèmes de prostitution avec ces enfants. Il m'a regardé et il m'a dit « De quoi tu parles ? Bien sûr que non !» J'ai alors pris une liste provenant des services sociaux avec 26 familles qui sont suivies par ces services. J'ai décroché le téléphone, j'ai demandé aux parents « Combien d'enfants avez-vous » Il y avait en moyenne 5 enfants par foyer. Et puis, combien d'enfants disparaissent le week-end ? Ce qui est le schéma habituel. On a 3 enfants qui disparaissent le week-end. Et je leur ai demandé, honnêtement, qu'est-ce qui leur arrive pendant le week-end ? Ils se font prostituer. Donc, ce policier qui était chargé de faire ça pendant des années n'a rien trouvé. Et en quelques minutes, j'en ai trouvé 3. À la fin de la journée, j'en ai trouvé 6. Au bout de 3 jours, j'en ai trouvé 50. J'ai organisé une conférence avec des organisations caritatives, non gouvernementales, et les services sociaux, et j'ai surligné le problème. Après ça, j'ai été engueulé, attaqué verbalement par les services sociaux de l'enfance. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous ? On est au courant pour ces gosses, mais ils rentrent à la maison, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ces enfants se font de l'argent. Ils ont un copain, qui est leur macro, et ils pensent que c'est de l'amour. Ils prennent de la drogue, donc ils ont envie de recommencer. Donc, les services sociaux ont tiré une croix dessus, et ce, malgré le fait que les parents viennent se plaindre, ils étaient retirés des dossiers. Les enfants étaient enlevés le week-end, ils étaient déclarés personnes disparues. La police a une unité pour les personnes disparues, mais il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, mais beaucoup d'entre eux retournent à la maison. Mais ce qui n'est jamais pris en compte, c'est ce qui se passe pendant qu'ils disparaissent. Et ils travaillent comme prostituées. Les services sociaux laissent ça de côté parce que ce n'est pas un problème familial. C'est quelqu'un d'extérieur à la famille qui les prostitue, donc c'est extérieur à la famille.
sont censés les prendre en charge, et les services sociaux ne s'en occupent pas parce que c'est quelque chose, selon eux, d'extérieur à la famille. Donc personne ne s'en occupe. Et ça continue, et ça moisit, et ça moisit. Suite à cette conférence, j'ai été mis sur la touche et transféré à nouveau. Quelques années plus tard, quand je parlais de ça, j'étais inquiet de perdre mes enfants. Je sais à quel point la police est puissante et de quoi ils sont capables. J'ai lancé l'alerte il y a quelques années et on m'a dit que mes allégations étaient prises très au sérieux. J'ai demandé à voir une femme détective haut placée. Ça a été débattu, mais j'ai finalement pu la voir. Et elle m'a demandé pourquoi est-ce que je venais la trouver. Je lui ai dit, toi, tu peux pas fermer les yeux. Enfin, sous-entendu, parce que c'est une femme. Et elle m'a dit, je sais exactement de quoi tu parles. Alors ils ont investigué sur mes allégations de corruption au sein des officiers haut placés. Et en tant que témoin dénonciateur, j'étais censé recevoir les avancements de l'affaire tous les 28 jours. Je n'ai pas reçu une seule nouvelle en 3 ans. Le dossier est passé d'une unité à l'autre. Ils ne m'ont tenu au courant de rien et l'enquête n'a débouché sur rien malgré toutes les preuves. J'ai rencontré d'autres policiers lanceurs d'alerte et quelques ministres du Parlement et quelques membres du Parlement. L'une de ces policières était Maggie Oliver, qui a exposé le scandale à Rothschild. Un autre était Lenny Harper, qui a exposé d'autres de ces horreurs. Chacun d'entre eux me disait la même chose. Ils vont te tomber dessus et ça finira mal. À quoi dois-je m'attendre ? Tu vas recevoir un papier disant que tu as commis une faute lourde. Ils vont te faire passer un entretien et puis tu vas probablement aller en prison. La menace, c'est que tu perdes ta maison, ton travail et tes enfants. Pendant toute cette période, je n'ai pas été payé, pas de salaire pendant presque 3 ans. Et j'ai 4 enfants à la maison. Et ils m'ont envoyé un papier comme quoi j'avais commis une faute lourde. J'ai été chargé pour violation de données protégées. C'est ce qui semble être ce dont ils accusent les lanceurs d'alerte la plupart du temps. J'ai été chargé de nombreuses accusations et chacune d'entre elles valent jusqu'à 2 ans de prison. Et ça a continué, et ça a continué, et ça a continué. Pendant cette période, mon fils a eu un grave accident. Il a été déclaré mort pendant quelques minutes. Il a survécu, mais il est resté dépendant des machines pendant de longs mois. Ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital m'a appelé pour identifier le corps. J'y suis allé et entre-temps, il l'avait réanimé. Je suis resté 3 jours au chevet de son lit. Et quand il a donné signe de vie, je suis retourné à la maison. Un de mes collègues, qui était inquiet pour moi, qui savait que je n'avais plus d'argent, est allé trouver un supérieur pour lui dire que c'était injuste, que j'avais rien fait de mal et que je ne méritais pas ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé 2 employés des services sociaux chez moi pour questionner mon plus jeune fils, sous prétexte que j'avais laissé mes enfants seuls à la maison pendant que j'étais au chevet de mon fils mourant. Ils m'ont dit que j'allais perdre ma maison et que mes enfants allaient être placés. Mais j'ai persisté, j'ai refusé d'abandonner. Et j'ai organisé un groupe de travail avec les autres policiers lanceurs d'alerte. L'unité qui était chargée de l'enquête sur l'affaire de corruption a fini par m'envoyer une lettre d'un seul paragraphe me disant que c'était fini, que je ne devais plus jamais les recontacter et que l'enquête était terminée. La conclusion de l'enquête, c'était que 3 hauts placés accusés de corruption avaient été entendus, qu'ils avaient nié et que c'était la fin de l'enquête et que je ne devais plus les recontacter.
Ils ont organisé un rendez-vous avec le bureau de l'Intérieur, qui a constitué une équipe, et ils ont mené une enquête indépendante. He arranged for a meeting with the Home Office. The Home Office then got their independent investigation team involved and stated that there will be. Ils ont confirmé que la police de Metz et l'IGPN avaient échoué et qu'ils allaient enquêter là-dessus. J'ai été convoqué à un meeting qui était enregistré avec des témoins et le cabinet ministériel a donné mes rapports à 2 officiels du bureau d'intérieur. Une prise en main officielle de mon travail. Ils m'ont donné leur parole qu'ils resteraient en contact avec moi et ils m'ont donné un numéro d'appel 24 heures sur 24 et ils allaient enquêter indépendamment. Je n'ai jamais entendu parler d'eux après ça. Ils ont depuis nié avoir reçu les dossiers. Lorsqu'on a fait pression, ils ont finalement admis avoir reçu les dossiers, mais les ont perdus. Nous assistons à l'échec de la police vis-à-vis de la prostitution infantile qui émerge dans ce pays. On le constate au niveau provincial, à Rothschild, à Blackpool, à Rotherham, à Oxford, Aylesbury, Swindon. Londres est l'une des plus larges agglomérations du monde occidental, avec l'une des plus grandes forces de police. On n'a jamais rien entendu au sujet de la prostitution infantile organisée, et la raison est que ceux d'en haut étouffent ça. Ça provient du cœur de l'establishment. J'ai rencontré Lenny Harper. Des enfants avaient été assassinés et il avait des preuves ADN, et ces preuves ADN ont par la suite disparu. Il m'a dit « Fais attention, ce sur quoi tu enquêtes te confrontera au cœur de l'establishment. » J'ai rencontré le commissaire de la police métropolitaine, Chris Adelic, et je lui ai expliqué ce qui se passait et les dynamiques, les techniques pour entraîner des enfants dans la prostitution. Je lui ai expliqué que tu peux prendre un enfant des services sociaux, avoir des rapports sexuels avec lui, le passer à tes amis et le prostituer, et que aucun officier n'a été assigné pour enquêter là-dessus, et que moi je vais perdre ma maison, mon travail, je vais avoir un casier judiciaire et je ne travaillerai plus jamais à la police de Metz. Comment justifiez-vous ça? Maintenant, je travaille avec des survivantes de viol. J'aide les anciens alcooliques et les toxicomanes. Je travaille en collusion avec les gangsters les plus notoires d'Angleterre. Certains ont commis des meurtres. Et je n'ai jamais vu autant de support et de compassion venant de ces personnes. En comparaison, la police me pendrait si elle le pouvait. Quand on regarde le système carcéral, 75% des détenus sont illettrés. C'est en Grande-Bretagne. 75% des détenus ont été maltraités dans leur enfance. On a un taux de récidive de 75%. Le système ne fonctionne pas. La maltraitance d'enfants est la racine du problème. J'ai bossé avec beaucoup d'unités spécialisées différentes. Les unités investiguant sur le gouvernement ou bien sur les crimes financiers. Quand tu bosses là-dedans, tu as accès à une voiture. Tu as un compte spécial pour les dépenses courantes. On te donne un temps illimité pour enquêter. Mais lorsque j'étais à la maltraitance d'enfants, on avait une voiture pour 10. Je bossais avec 3 alcooliques tant le travail était horrible et impactant. Pas le temps de souffler, on était largués, livrés à nous-mêmes. On avait un rendez-vous tous les 6 mois avec un psychiatre, pas vraiment pour nous aider ou bien pour nous donner des jours de congé, mais plus pour nous faire continuer. Il disait « Oh, tu vas bien, continue, continue ». Ils ont délibérément diminué les fonds d'argent pour tout ce qui concerne la maltraitance d'enfants. Et c'est fait pour une raison. J'ai beaucoup d'indiques qui viennent de la rue. Des mendiants, des toxicos, ils ont tous été violés en tant qu'enfants. L'un d'eux m'a confié qu'étant enfant, à l'âge de 4 ans dans un orphelinat, il a été violé lors de son premier soir. Il a été violé le premier soir par un prêtre catholique,
puis violé quotidiennement, fouetté et battu. Il est devenu toxico et prostitué dans la rue, dans la zone de Westland, là où je travaillais à la brigade des mœurs. Il est monté dans une voiture. Il avait des problèmes, il avait besoin de drogue, donc il lui fallait de l'argent. Il m'a dit qu'il avait un macro qui s'occupait de lui et qu'il était plus en sécurité avec le macro que quand il était à l'orphelinat. Il allait rentrer dans une voiture, une Rolls-Royce blanche, avec 2 hommes dedans. Mais son macro lui a dit de ne pas rentrer dans cette voiture et que les 2 derniers garçons qui étaient rentrés ont été tués, on ne les a jamais revus. Il a quand même fini par rentrer dans cette voiture et il a été emmené dans une partie affluente de Londres, appelée North Hempstead. Il a été sujet à 3 jours de torture et de viol. Ces 2 hommes pensaient l'avoir tué. Ils ont jeté son corps sans vie en pensant qu'il était mort. Et il m'a dit, « John, ce qui m'a le plus choqué, c'est que ces 2 hommes étaient bien habillés, ils avaient une grande maison, et ils se préparaient à aller au mariage de leur nièce, au même moment où ils m'ont laissé pour mort dans un terrain vague. » En 2003, le système de justice a mis en place ce qu'ils appellent le décret de mauvaise réputation. Avant ça, on ne pouvait pas prendre en compte le casier judiciaire de quelqu'un qui vient témoigner à la barre, à moins que ce soit pour quelque chose de vraiment très sérieux. Mais maintenant, lorsqu'on commet un vol à l'étalage, c'est un crime malhonnête. Vous êtes considéré comme une personne malhonnête par la justice. Chaque personne avec qui j'ai travaillé, toutes ces prostituées ont été violées durant leur enfance. Ils ont tous commis des petits crimes pour rester en vie. Ils ont volé, se sont prostitués. Ils ont fait ça pour survivre, pour acheter leur drogue et survivre. Alors lorsqu'on les appelle devant la barre pour témoigner, ils sont présentés comme étant malhonnêtes. Et c'est ce à quoi on assiste maintenant. Ceux qui viennent à la barre sont démolis. Au début des années 2000, ils ont amené May Giuliano de New York pour nous parler de la théorie de la vitre brisée qui dit que dans les quartiers où il y a du crime, eh bien, s'il y a une vitre brisée ou bien un abribus saccagé, il faut le réparer, et comme ça fera baisser le crime. C'est au mieux une théorie naïve. Le fait que ces gens-là prennent de la drogue, de l'héroïne, c'est parce que c'est un antidouleur. La douleur peut être mentale, émotionnelle, aussi bien que physique. Et la majorité d'entre eux se droguent parce qu'ils ont grandi en étant pris en charge par les services sociaux. Services sociaux qui les ont laissés tomber et laissés se faire violer, et ils n'ont pas d'autre moyen de se reconstruire après les dommages qui leur ont été faits. Notre système judiciaire les pousse à l'échec, du berceau à la tombe. Ils sont au courant pour ces enfants, mais ils ne font rien. En grandissant, ils échouent à l'école, ils deviennent violents, on les dirige vers les services sociaux et le problème n'est pas adressé. Ils commettent des crimes mineurs et vont devant le juge de l'enfance, mais rien n'est fait. Puis ils passent à des crimes plus graves, comme cambriolage, passent devant le juge et rien n'est fait. Tous les gens qui auraient dû arrêter ça ont échoué. Parfois délibérément, parfois par apathie, parfois par ignorance. Je reviens de Rotherham, une petite ville. J'ai rencontré une travailleuse sociale qui a dénoncé la prostitution infantile. Elle a créé un groupe où des enfants peuvent venir la voir et raconter ce qui leur est arrivé. C'est de la prostitution organisée et dans une toute petite ville, 2000 enfants ont été prostitués.
Elle s'est faite attaquer par la police et son mari a failli perdre son travail. Ça l'a menée au bord du suicide. Et c'est ce qu'ils font, ils orchestrent ça. Ils manipulent et ça vient d'en haut. Elle m'a dit, ça vient des officiers haut gradés. Et c'est le cas. Mon enquête montre des liens solides entre des officiers haut gradés et le crime organisé. J'ai parlé à un autre enquêteur qui bosse aussi sur la maltraitance d'enfants. Il est haut gradé lui aussi, et il a des preuves qui établissent des liens entre d'autres officiers haut gradés et la prostitution infantile. On a eu une lueur d'espoir quand un commissaire, Mark Ville, s'est mis à enquêter sur la prostitution d'enfants, de trafic d'enfants et de maltraitance d'enfants. Ça impliquait l'ancien Premier ministre Ted Heath. Il est allé au Parlement et il a dit « S'ils peuvent m'attaquer, parce que ça lui est arrivé, et ces attaques provenaient de directions qu'il ne savait même pas qu'elles existaient, » donc il a dit « S'ils peuvent m'attaquer, Dieu seul sait ce qu'ils vont faire à John Wedger. » Et il m'a dit « John, c'est puant, c'est puant. » La plus grosse frayeur pour un policier, c'est d'aller en prison. Et ils le savent, c'est délibéré. J'étais un bon gars. Quand tu es dans la police, tu dois faire un serment qui est « J'agirai sans peur et sans faire de faveur ». Alors quelqu'un m'a dit « John, ne juge pas les autres pour leur manque de bravoure. » Je ne me vois pas comme quelqu'un de brave. Je me perçois comme quelqu'un qui protège les vulnérables. Mon serment dit « sans peur et sans faveur ». Eux, ils vont à l'encontre de leur serment. La peur. Mais de quoi ont-ils peur? Dire la vérité? Là où il y a la vraie peur, c'est là où il y a un enfant qui est dans son lit, et ils viennent pendant la nuit lui retirer sa couverture. C'est ça la vraie peur. On doit se ressaisir. On se fait attaquer, et ça fait mal. Ça fait mal quand ils attaquent. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour vous détruire. Meg Oliver m'a dit, « John, je vais aller en prison. » L'IGPN a dit, « On a assez de preuves. Et si on ne trouve pas un arrangement, vous serez envoyé en prison. » Elle a dû dire à ses enfants qu'elle allait aller en prison. L'IGPN voulait aussi m'envoyer en prison. Et je leur ai donné ma déclaration, celle que j'allais faire devant le tribunal. Vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez, je m'en fous. Je ne serai pas jugé par vous, mais par le tribunal de la couronne, équitablement, avec un jury. Je n'ai rien fait de mal. J'ai listé toutes les personnes du bas de l'échelle jusqu'en haut. Toutes les personnes qui sont impliquées, qui étaient au courant et qui n'ont rien fait. Bernard Hogan Howe était au courant. Il est au courant. La campagne de harcèlement dirigée contre moi a été orchestrée sous son commandement. Et c'est maintenant lui qui est propulsé par la Chambre des Lords d'enquêter sur les grooming gangs et comment ils sont apparus. C'est malsain. On m'a demandé d'expliquer au bureau de Lord Person les mécaniques des grooming gangs. Ils voient ça sous un angle de vue religieux, mais la réalité est plus complexe. Les enfants sont des objets. On peut établir des liens avec l'affaire Marc Dutroux. Il faut rester cohérent. On ne parle pas du tiers-monde, c'est différent là-bas au tiers-monde. Mais en Belgique, ils nous ressemblent culturellement.
and the kids that came forward were so pigeonholed in what they could talk about. Anything that went outside of Marc Dutroux. Alors en Belgique, je pense qu'il y avait 23 ou 22 témoins morts pendant le procès. 19. Bon, en réalité, il y a une trentaine de morts pendant le procès de Marc Dutroux. Et là, le peuple a pris le pouvoir. Il y a eu la marche blanche. Les pompiers ont balancé de la mousse sur le palais de justice et un demi-million de personnes ont défilé dans la rue. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se révolte uniquement quand quelqu'un jette un chat dans la poubelle. Il fait référence à ce fait divers. Si on autorise que nos enfants se fassent attaquer de la sorte, nous avons échoué en tant que société morale et décente. Les gens comme moi ont besoin de soutien. Alors en gros, ce qu'elle lui demande, c'est est-ce que s'il levait des fonds pour aider financièrement les lanceurs d'alerte, qui se font persécuter par le système, si ça pourrait encourager plus de gens à parler. C'est du harcèlement financier et ils le savent. C'est ce qui m'est arrivé à moi et aussi à un autre lanceur d'alerte. Mon compte bancaire a été coupé sans raison. Et il faut bien vivre. Heureusement que des gens bien ont levé de l'argent pour m'aider. Mais il y a aussi la pension. La pension de la police qu'on risque de perdre. C'est ce qui nous oblige au silence. On a besoin d'argent. Et on a aussi besoin d'assistance légale. Aucune firme d'assistance étatique d'avocats n'a accepté de me défendre. Mais quand je suis allé au privé, ils ont directement accepté. John Wedger, this commission salutes you. Thank you so much for attending today. We are the power behind the ITNJ. Add your voice. Sign the treaty.